Bon, ben, bienvenue tout le monde à Humanitech. L'équipe Numana est fière de vous accueillir aujourd'hui pour la 3e édition de cet événement. On est vraiment très content de vous voir. On fait un événement un peu différent cette année pour ceux qui avaient assisté aux éditions précédentes. Une des premières différences, c'est que c'est l'équipe Numana qui va présenter et qui va vous accompagner tout au long de l'événement. On est resté vraiment en famille parce que ce qu'on voulait faire, c'est en fait montrer un peu l'exemple. Ça fait plusieurs années qu'on vous parle de mettre l'humain au centre des préoccupations des technologies. C'est ce qu'on fait avec les think tanks, c'est ce qu'on fait un peu dans toutes nos activités. Et on a décidé de faire ça nous-mêmes, à l'interne, avec notre événement cette année. Donc on a des très beaux humains qui vont venir vous parler de technologie. Et puis on va vous demander de participer à certains moments dans l'événement, parce que vous êtes aussi des humains et vous êtes aussi tous des experts dans vos domaines technologiques, quels qu'ils soient. Donc c'est un peu ça l'idée de l'événement. On va vous guider à travers ça, soyez pas trop inquiets, rassurez-vous. Absolument. Donc, moi, je me présente. Je suis Cynthia, je suis la coordonnatrice marketing chez Numana. Et moi, je suis Florian, je suis directeur de projet chez Numana. Puis aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. On va avoir 3 conférences et un panel. On va commencer tout d'abord avec la première conférence sur les technologies émergentes dans les prochaines années, qui va être présentée par le Boston Consulting Group. On a Alexandre Torres et Anthony Fradette. Et puis après ça, on va avoir une conférence sur le métavers avec un expert qui est venu de France pour vous parler de tout ça, qui est Emmanuel Moirand, qui est co-auteur du livre « Métavers, une vision pratique », que certains d'entre vous ont déjà rencontré parce qu'il était en train de prendre le café dans la salle. Et puis après ça, on va avoir une petite activité brise-glace justement pour vous faire participer un petit peu dans l'événement. On ira luncher et puis on reviendra pour l'après-midi. Puis pour l'après-midi, on va avoir un panel du réseau des télécommunications des prochaines générations, animé par Marc Lyonnais de Siena. On a Benoît Pelletier de VMware et Daniel Bernier de Bell. Et puis on finira la journée, c'est peut-être le premier conférencier qu'on a annoncé, avec Carlo Ratti du MIT Sensible Lab, pour nous parler des humains et de leur rapport avec la technologie dans les villes du futur. Puis finalement, on va finir la journée avec un petit cocktail de réseautage. Et comme on vous l'a dit, l'objectif c'était que ce soit Numana qui anime aujourd'hui. Donc avant de lancer la journée avec la première conférence, on va laisser la place à notre grand porteur de drapeau chez Numana, notre glorieux leader, oui. François Borrelli. Bon, ça a l'air que c'est moi le glorieux leader. Bonjour tout le monde, bon matin, merci d'être venu à cette 3e édition de Humanitech. Je ne parlerai pas de Humanitech nécessairement, mais je vais vous expliquer la raison pour laquelle on fait cet événement-là. Numana, depuis quelques années, s'est positionné comme on a trouvé notre identité cette année. On est un macro-accélérateur d'écosystèmes d'innovation dans les technologies émergentes. Ce que ça veut dire, parce que le mot macro-accélérateur, vous pouvez le chercher, n'existe pas. Donc, fait qu'on innove par innover. Fait qu'un macro-accélérateur, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'accélérer des écosystèmes d'innovation. C'est ça notre mission. Et dans ce qu'on fait, c'est tout ce qui est technologie émergente, technologie de rupture, puis modèle d'affaires émergent. Évidemment, la façon qu'on veut le faire, souvent, je vous explique rapidement, on a un think tank, on pense à ce qu'on veut faire, puis par la suite, on veut faire des projets terrain concrets qui peuvent permettre d'accélérer ces nouveaux écosystèmes-là, donc permettre d'avoir un genre de carré de sable, un laboratoire, un living lab, pour faire en sorte que le Québec et / le Canada puissent se positionner dans ces secteurs d'activité-là, en accélérant le développement des produits, en accélérant l'adoption, en formation de main-d'œuvre, puis attraction d'investissements étrangers. C'est un peu ce qu'on fait. Donc, l'événement d'aujourd'hui, Humanitech, c'est notre événement annuel avec lequel ça nous permet d'avoir un contact avec l'écosystème parce que Numana, ce n'est pas Numana qui veut parler, mais on est un peu votre porte-parole. Donc, en faisant cet événement-là, on ouvre la discussion sur les différentes technologies. Et cette année, vous allez voir, il y a quelque chose d'assez spécial. On veut vraiment avoir votre feedback. On commence vraiment à faire ce qu'on appelle en anglais du reach-out. Dans les dernières années, on travaillait, nous, un peu en vase clos, avec quand même des technologies émergentes qu'on savait qui s'en venaient, mais maintenant, on a besoin de votre aide pour les prochaines étapes. Fait que c'est ça l'événement d'aujourd'hui. Fait que je tiens à vous remercier d'être venus. Notre événement se veut un événement de contenu, vraiment aller chercher de l'information sur ce qui s'en vient. Puis on veut enclencher la discussion, puis on va aussi vous demander tout au long de l'année de nous écrire au besoin, de nous contacter pour avoir votre feedback. Nous aussi, on va faire du reach-out via des réseaux sociaux, mais aussi directement pour avoir votre l'anglicisme vient toujours, mais bon, l'input, vos commentaires sur ce qui s'en vient. Et donc, on demeure ouvert. Fait que, sans plus tarder, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je laisse place à ce qui est supposé être l'événement, pas par moi, mais par les autres. Donc, je redonne la parole à
à nos deux animateurs de la journée. Fait que merci encore, puis on se reparle au cocktail. Merci beaucoup, François. Merci François. On peut quand même l'applaudir, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Un petit peu quand même, il a le droit. Donc maintenant, on va passer à la première conférence. Donc nos deux premiers conférenciers aujourd'hui nous viennent du Boston Consulting Group. Donc c'est des spécialistes de pas mal de choses et surtout des technologies émergentes ce matin. Donc on a Alexandre Torres, qui est un des leaders de la pratique de technologie et d'avantages numériques au Canada. Il se concentre sur la transformation numérique et le développement de cas d'utilisation de l'intelligence artificielle, entre autres dans les secteurs manufacturiers, de biens industriels, de télécommunications et de commerce de détail. Et puis avant de rejoindre le BCG, il a fait un baccalauréat en génie biomédical à l'École polytechnique de Montréal, donc c'est un local, hein, rassurez-vous. Et puis pendant ses études, il a effectué de la recherche en nanotechnologie, en biomatériaux et en développement de prothèses myoélectriques. Merci Florian. Et donc, de son côté, Anthony Pradette, c'est un expert en stratégie d'affaires, gestion de revenus et chaîne d'approvisionnement. Et il a conseillé sur l'approche de nouvelles technologies et dirigé leur déploiement chez plusieurs clients. On parle, entre autres, dans les secteurs manufacturiers, les biens industriels, miniers et automobiles. Puis, avant de rejoindre le Boston Consulting Group, Anthony a obtenu un doctorat en physique théorique des particules. Sa recherche était basée sur l'utilisation des technologies des futurs de satellites pour détecter de nouvelles particules. Voilà, puis si on a dit des niaiseries, ils corrigeront eux-mêmes. Oui. On va vous inviter à monter sur scène. On va les applaudir, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Et puis on vous laisse lancer la journée. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Donc, moi, je suis Anthony. Je viens du Boston Consulting Group, BCG. On est une firme conseil partout dans le monde. On a un bureau à Montréal. Donc, moi et Alex, on vient du bureau de Montréal. Et puis, nous, une firme conseil, on pense souvent à nous pour penser à la stratégie, mais on accompagne aussi nos clients dans le déploiement tout au long de les étapes là, pour penser à la stratégie à 5 à 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour se positionner, pour être en bonne position dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, on voit toutes les étapes du déploiement des technologies. Certaines fonctionnent, certaines ne fonctionnent pas, mais on est capable d'utiliser nos connaissances et notre expérience à travers le monde pour aider nos clients dans ça. Donc, c'est un peu le contexte pourquoi on est ici aujourd'hui, pour vous parler de ce qu'on voit présentement dans le marché et puis comment s'assurer de développer de la valeur avec les technologies émergentes et de rupture. Donc, pour mettre en contexte les technologies émergentes, je pense que c'est bon de penser les dirigeants des grandes corporations dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont en tête le plus ces temps-ci. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait simplement une petite étude qu'on prend 2500 plus grandes compagnies dans le monde, puis on regarde c'est quoi les mots qui sont dits le plus souvent dans les présentations trimestrielles de leur PDG. Donc, à l'horizontale, c'est la fréquence qu'un mot est présenté au premier trimestre 2023. Puis à la verticale, c'est la proportion versus le dernier trimestre de 2022. Donc, on peut voir, bon, l'incertitude économique est très importante. Là, c'est les risques qui reviennent le plus courant, c'est très connu. Mais en haut, dans les sujets qui reviennent plus souvent et qui sont en croissance, tout ce qui est Generative AI, donc l'intelligence artificielle génératrice, ChatGPT, on sait que c'est un gros boom, tout le monde entend parler. Mais il y a d'autres items à travers ça qui font partie des technologies de rupture. Le metaverse, l'industrie 4.0, apporter des technologies dans l'industrie manufacturière. Donc, c'est des sujets qui sont en tête des dirigeants des grandes corporations. Et puis, c'est important de penser avec eux comment ces choses-là vont réussir à générer de la valeur dans les 2 à 3 prochaines années. Les présentations trimestrielles comme ça de PDG, c'est pour parler de la valeur de la prochaine année ou 2 prochaines années maximum. C'est l'horizon de temps qu'ils ont en tête. Nous aussi, on veut prendre le temps de regarder ce qu'il y a de plus loin qu'1 à 2 ans. Donc ici, on voit les technologies émergentes à court terme, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent dans 5 à 10 ans aussi qu'on veut discuter aujourd'hui. Une chose à garder en tête, c'est les technologies de rupture. La rapidité, la vélocité à laquelle ils se déploient, c'est de plus en plus rapidement. Il y a 15 ans, 15 à 17 ans, quand Spotify est sorti, c'était une technologie de rupture pour la musique. Ça a pris 150 jours à avoir 1 million d'utilisateurs. Dans les 6 derniers mois, ChatGPT, 5 jours. Donc, quand ça se passe,
Ça se passe rapidement. Il faut être agile, puis il faut réagir rapidement. Une chose à garder en tête, parce que les choses arrivent tellement rapidement, on peut se perdre dans ça, puis essayer de trouver un cas d'usage qui utilise un buzzword parce qu'on veut faire partie du bateau. C'est vraiment pas l'approche qu'il faut avoir en tête. Il faut commencer par c'est quoi un problème que je veux résoudre? Est-ce que mes moyens présentement peuvent le résoudre? Oui, faisons ça en premier, c'est plus simple. Si ce n'est pas possible, est-ce qu'une technologie émergente, quelque chose de nouveau, peut nous permettre de résoudre ce nouveau problème-là? Là, c'est là que ça vaut la peine de prendre le temps de faire un cas d'usage, de faire un déploiement. Il y a un nombre de nos clients qui nous appellent, qui disent « Ah, on a dépensé 5 millions en intelligence artificielle, on a encore vu 0 $ d'impact. » Quand on leur parle, quels sont vos cas d'usage, puis là, c'est juste des trucs qui étaient des buzzwords pour essayer de faire partie de la tendance embarquée, mais qu'au début, ils n'ont pas commencé. C'est quoi le problème, le cas d'usage, le problème d'affaires que j'ai en tête, que je veux résoudre avec ça? Puis on suggère toujours de commencer avec quelque chose de petit, de prouver que c'est de la valeur, puis ensuite augmenter, puis aller à la plus grande échelle. Donc, il y a 3 étapes de maturité, là, si on veut, quand les technologies se déploient. La première, quelque chose qui est établi, quelque chose que présentement, si les compagnies, les organisations ne le font pas, ils ont manqué le bateau. Je pense que ceux-là, ça sert pas aujourd'hui dans le sujet de présentation. Il y a ensuite les technologies émergentes qui sont dans les 1 à 3 prochaines années. Donc, il y a des projets pilotes, la technologie est établie, mais on est dans une phase exploratoire où à quel endroit est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on peut la déployer dans une industrie, dans une compagnie spécifique ou dans notre communauté aux alentours de nous? C'est encore un peu une phase exploratrice, mais c'est là que ça se passe très vite. Puis c'est les sujets qu'on voit qui sont mentionnés par les PDG. Là, c'est ce qui est dans les 1 à 3 prochaines années. Puis ensuite, quand on pense un peu plus long terme, les 3 à 10 prochaines années, c'est plus des big bets, si on veut. Ça prend une vision plus long terme. Souvent, ça prend un développement technologique qui est autant hardware que software. Donc, ce n'est pas simplement du codage. Il faut développer, par exemple, SpaceX qui a développé des fusées qui sont capables de décoller et de réatterrir au lieu de simplement ce qu'il y avait avant, que c'était une fusée qui c'était une fois puis qu'elle explosait au retour sur Terre. Donc, ça prend une vision à long terme pour dire hey, il y a un problème d'affaires si on veut aller dans l'espace de façon fréquente, à un prix qui ne coûte pas des milliards et des milliards de dollars par décollage. Il faut avoir une circulation de nos fusées. Puis on a développé ça pendant 10 ans. Puis ça prend vraiment une vision long terme. C'est plus risqué, mais ça permet d'avoir des plus gros bénéfices. Donc, le temps qu'on a avec vous ce matin, on veut parler de 3 choses. Le bucket du milieu, les technologies émergentes. Je pense que ChatGPT, tout le monde l'a en tête. On veut prendre un peu de temps pour parler un peu de ce que nous, on voit, puis ce qu'on discute avec nos clients, puis les cas d'usage qui ressortent le plus souvent. Puis ensuite, on veut aller dans l'autre côté plus long terme, faire un survol de ce qu'on voit dans la deep tech. C'est quoi les tendances, les plus gros éléments qui s'en viennent. Puis on peut faire un zoom sur un d'entre eux, la biologie synthétique, puis utiliser des exemples dans cette dimension-là pour parler comment est-ce qu'on planifie et on exécute le déploiement de la première recherche dans un laboratoire à faire quelque chose à grande échelle qui est déployé des années plus tard. Super. Merci, Anthony. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que l'IA a le dos large. Si je pense à la page qu'Anthony vient de présenter, il y a des aspects d'IA qui sont déjà bien établis. Nous, on travaille beaucoup avec nos clients sur l'implémentation dans la personnalisation. On peut penser à des compagnies de restauration, de commerce de détail, ou encore la prédiction de la demande. C'est des algorithmes qui ont été bien rodés, bien établis, qui ont des playbooks associés. On peut voir aussi dans le milieu, dans les technologies émergentes, on va parler de l'IA génératif aujourd'hui. C'est d'actualité, c'est en cours d'exploration. Et évidemment, à long terme, je pense qu'il n'y a personne qui aurait l'illusion de dire qu'on a atteint le potentiel de l'IA. Donc, on va parler vraiment spécifiquement de l'IA génératif aujourd'hui, mais juste pour dire que le thème de l'intelligence artificielle est super large. Et donc, on voulait se concentrer un peu plus. Peut-être avant de rentrer dans le détail ici, je serais curieux de sonder la salle un peu par rapport à ce thème-là pour m'assurer d'adapter la présentation. Est-ce que ceux qui ont utilisé ChatGPT ou un autre outil, un autre chatbot, il y a beaucoup d'alternatives de nos jours, pouvez lever votre main dans la salle?
OK, donc la majorité des gens. Gardez votre main si vous l'avez utilisé dans un contexte de travail, donc pour aider avec un courriel, une présentation. Et si vous l'utilisez sur une base régulière, on va dire une fois par semaine au moins. OK, donc peut-être la moitié de la salle. Super. Donc, je vais peut-être passer plus rapidement sur certains aspects parce que je pense que vous êtes familier avec l'utilisation de l'IA génératif. Mais ça a été vraiment, je veux dire, il y avait l'exemple de ChatGPT, c'est vraiment impressionnant à quel point on est, en l'espace de quelques mois, quelques semaines, on est passé à quelque chose de transformatif qui est utilisé par la population en général. Et donc, c'est ça. Je vais passer rapidement ici. Je pense que vous êtes familier avec le concept. L'idée, ce qui rend vraiment l'IA génératif transformateur, c'est qu'il est entraîné sur un corpus de données énorme pour faire un modèle préentraîné, mais qui peut être par la suite être peaufiné. Puis je vais en parler un peu plus tard des implications de cette structure-là, qui est différente un peu de l'IA traditionnelle. Mais ce que ça permet, c'est vraiment d'avoir un impact multimodal, qu'on appelle, donc de différents types de contenus. On peut générer du texte, on peut générer des images, on peut générer du code. On peut demander à... On a fait un test à l'interne pour aider un de nos clients, où un associé de un de nos collègues a essentiellement fait le processus entier de mise en marché d'un appareil médical, de l'inception, la conception, jusqu'à la page web de publicité, entièrement à travers un outil génératif. Donc, ChatGPT peut même te donner le code HTML d'une page web, et tu peux la mettre directement dans une page web, ça sera une page fonctionnelle. Donc, c'est vraiment je pense qu'on découvre encore les niveaux de modalité dont l'IA générative peut être utilisée, et le potentiel est assez énorme. D'ailleurs, ce qui le rend intéressant, je pense, c'est de voir les différents stages de progrès. Puis je pense que c'est pour ça que c'est autant dans l'actualité aujourd'hui. On atteint un point où l'IA génératif a ce que je dirais breadth and depth. Donc, on a, dans certaines modalités, comme en texte, comme en code, atteint un niveau de maturité qui nous permet d'être utilisé à des fins pratiques, comme vous le faites. Mais on se retrouve aussi avec un éventail d'utilisation, incluant la vidéo, incluant l'image, qui, je pense, allume les gens au potentiel. Donc, on utilise ChatGPT avec du texte, on voit l'utilité, puis on peut comprendre qu'il y a un potentiel similaire dans d'autres modalités, ce qui rend vraiment, je pense, dans l'imaginaire collectif, l'IA génératif aussi intéressant. Un point un peu plus technique où je veux passer un peu plus de temps, et j'ai fait une référence à ça plus tôt, c'est vraiment l'architecture sous-jacente qui est assez transformatrice, okay, comme un paradigm shift qu'on dirait, de l'IA génératif, qui, je pense, va avoir des répercussions assez importantes, puis on le voit déjà aujourd'hui. Donc, je vais peut-être commencer par expliquer un peu ce qu'on voit ici, puis après ça, je vais revenir sur les implications. Donc, la majorité des modèles d'IA génératif aujourd'hui sont construits vraiment en deux étapes. On a d'abord un modèle préentraîné, qu'on voit dans le milieu, GPT-3 en est un, là, ce qui est derrière ChatGPT actuellement, qui est entraîné sur un corpus de données énorme. C'est probablement les plus gros modèles qu'on a construits à date. C'est extraordinairement coûteux au point de vue monétaire, mais aussi au point de vue environnemental, d'entraîner ces modèles-là. Et en ce moment, malheureusement, on assiste à une prolifération d'entraînement de ces modèles-là par plusieurs joueurs qui doivent avoir une empreinte catastrophique. Mais l'idée, c'est qu'on peut pré-entraîner ce modèle-là sur une base de données qui est relativement générique, pas nécessairement de qualité consistante à travers les modalités, et qui est surtout disponible publiquement beaucoup. Donc, par exemple, le GPT-3 a été entraîné sur l'Internet, en fait. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a un modèle générique comme ça, qui est très puissant vu la quantité de données, on peut le peaufiner pour des cas d'utilisation spécifiques. Donc, on peut penser à une compagnie qui utiliserait les données internes pour faire le fine-tuning. On pourrait penser sur des rapports annuels pour aider à faire des sommaires. Les possibilités sont infinies, puis c'est un peu ça en ce moment le Gold Rush qu'on voit actuellement. Mais ce qui est vraiment différent puis c'est là qu'il y a vraiment un paradigm shift, c'est que dans le passé, pour arriver à une application comme on aurait ici à la fin, là, de question answering, d'analyse de sentiments, de reconnaissance d'objets, il aurait fallu commencer avec la base de données significative. Et ce que ces modèles-là vont permettre dans le futur, là où il y a beaucoup de potentiel, c'est un peu une démocratisation de l'utilisation des modèles comme ça. Parce que même une firme ou même un acteur avec moins de données propriétaires ou moins d'accès pourrait commencer d'un modèle préentraîné, que ce soit quelque chose de disponible commercialement, comme à travers OpenAI ou une des sources open source qui deviennent de plus en plus communes. Et après ça, faire le peaufinement avec le peu de données qu'ils ont
Et on voit déjà des résultats incroyables avec ça. On le voit avec beaucoup de nos clients qui font des pilotes actuellement, où ils vont utiliser un modèle de langage pré-entraîné, mais le peaufiner avec leurs données à l'interne de training ou avec les manuels d'utilisation de leur équipement, et créer des chatbots qui vont permettre à leurs techniciens, par exemple, d'avoir accès à l'information beaucoup plus rapidement ou qui vont aider avec le training de nouvelles main-d'œuvre. Puis ça reste des cas d'usage, je dirais, de premier niveau, très, très direct. C'est on a un chatbot, est-ce qu'on peut l'utiliser pour notre fin? Je pense qu'on va commencer à assister à des cas d'usage de plus en plus sophistiqués dans le futur. Ce qui m'amène peut-être au dernier point ici sur l'IA génératif, c'est qu'on voit déjà de l'impact, ce qui est un peu incroyable quand on considère là, le fait qu'il y a 6 mois, on parlait à peine de ça. Mais nous, on voit déjà dans plusieurs industries des cas d'usage qui amènent l'impact. Je pense que le plus commun dont on discute, c'est dans la programmation, où GitHub Copilot est un outil incroyable qui augmente la productivité de la programmation. Mais je pense qu'on le voit à travers les industries. Ce qu'on voit ici, c'est beaucoup d'exemples de l'IA générative qui est utilisée pour accélérer un processus qui existe déjà, ou pour démocratiser un processus, pour aider n'importe qui à être capable de créer quelque chose, si on veut, qui meets the bar. Par exemple, dans le milieu automobile, être capable de faire un sommaire de manuels d'utilisation, comme j'ai mentionné, la productivité en programmation, accélérer le processus de découverte de médicaments en biopharmaceutique, ou générer plus de contenu dans le marketing et dans le média. Donc, encore une fois, on est encore dans le premier niveau, je dirais, où on voit vraiment des codes d'application explicites directement là, des modèles de langage. Nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des réflexions et des pilotes qui sont un peu plus nuancés. Donc, par exemple, je parlais tout à l'heure qu'un exemple d'IA qui est bien établi, c'est dans la prédiction de la demande. On parle de modèles traditionnels ici, pas des modèles d'IA génératifs, où on peut prendre différents signaux, comme les ventes historiques, les promotions, et essayer de prédire les ventes futures. Ce qu'on commence à voir, c'est l'utilisation de l'IA génératif pour ajouter des signaux à un modèle comme ça. Donc, faire une analyse de sentiments sur le web, utiliser ça pour un autre signal qui va rentrer dans le modèle de prédiction et éventuellement avoir un modèle plus robuste. Donc, on commence à voir, si on veut, aller au-delà du premier niveau et voir vraiment des modèles qui vont être eux-mêmes multimodaux et utiliser l'IA génératif. Donc, je pense qu'on a vraiment juste vraiment commencé le processus et il y a beaucoup à venir. Et sur ça, je vais repasser à Anthony pour parler un peu du prochain niveau d'innovation. Oui, si on va un peu plus loin que ça, donc les trucs qui sont encore dans les phases plus tôt dans le développement, puis c'est encore plus dans le mode visionnaire que c'est pas des cas d'usage immédiats comme un chatbot, mais vraiment, est-ce qu'on peut changer le paradigme de télécommunication, par exemple, avec l'information quantique, comme je sais qu'il va y avoir un panel cet après-midi. Donc, nous, quand on parle avec nos clients, ça commence souvent avec un brainstorming. C'est quoi toutes les choses qu'il y a dans l'univers du possible présentement? Puis qu'est-ce qui pourrait être adjacent ou important stratégiquement pour nous dans le futur? Il y a 8 sujets qui reviennent le plus souvent. Ça ne veut pas dire que c'est une liste définitive. Ça ne veut pas dire que c'est complet, mais c'est vraiment 8 dimensions qu'on voit qui ressortent là, à travers le monde quand on aide les différents organismes à penser à c'est quoi les technologies qui vont affecter leur industrie dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, rapidement, un survol, les matériaux architecturés. Désolé si ma traduction de certains mots en français n'est pas parfaite. Là. Normalement, on donne ces présentations-là en anglais, donc c'est pour ça que notre matériel est en anglais. Mais les matériaux architecturés, ça, c'est quand on utilise l'ingénierie vraiment pour donner des structures moléculaires qui donnent des propriétés nouvelles. Un des premiers exemples de ça, je me rappelle quand j'étais adolescent ou au secondaire, il y a des mes amis qui faisaient des présentations à leur Science Fair, leur exposition scientifique sur le carbone 60. C'était un des premiers exemples. C'était prendre la molécule de carbone, faire une sphère avec ça qui avait 40 atomes, et puis ça permet d'avoir une structure qui était beaucoup plus solide et plus légère que ce qui se faisait à ce moment-là. Donc ça, c'était vu comme étant un des premiers matériaux architecturés, pardon pour le
massacre du français ici. Les interfaces de nouvelle génération, on peut penser à l'intelligence, la réalité virtuelle, augmentée, mixte. Je sais aussi qu'il va y avoir une session sur le métavers, donc ça, je vais laisser les gens plus spécialisés dans ce domaine-là parler de ça. La photonique et l'électronique, on peut penser à tout ce qui se fait dans le développement des chips électroniques, donc avec NVIDIA qui fait l'avancement, c'est beaucoup utilisé pour l'entraînement de l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi au niveau laser pour le transfert d'énergie ou bien l'aérospatiale, tout ce qui est dans ce domaine-là. La robotique, là, c'est qu'un niveau de robotique. Là, on pense plus à quelque chose comme Boston Dynamics qui est capable de faire un robot humanoïde, si on veut. Les applications de ce robot-là sont encore théoriques. Il n'y a pas vraiment de cas d'usage à court terme autre que faire des beaux vidéos sur YouTube qui vont viraux. Mais par exemple, il y a des compagnies comme Tesla qui investissent aussi pour faire la même chose, qui veulent utiliser leur intelligence artificielle développée pour les voitures pour que le robot puisse interagir avec l'environnement en direct autour d'eux, puis d'être entraîné sur des tâches spécifiques. AI, Cognitive Algorithms, donc ça, les intelligences artificielles, tout ce qui s'en vient pour donner une dimension sentiente, si on veut, à des robots ou des interfaces. L'impression universelle, on peut penser ici à l'impression 3D, qui est la première version de ça, si on veut. On peut avoir ça dans l'espace pour imprimer des matériaux, des outils qui ne sont pas disponibles parce qu'ils n'étaient pas dans le dernier vol de la fusée. Pardon, j'étais un peu trop rapide. Mais ça aussi, c'est encore au début de cette technologie-là. Puis on peut penser que les imprimantes 3D peuvent imprimer des choses autres que des polymères de plastique, mais que ça peut aller vers du codage biologique, des choses comme ça. L'information quantique, celui aussi, je sais qu'il y a un panel cet après-midi, donc je vais laisser les gens discuter de ça. Et puis le dernier, je vais simplement le prendre un exemple parce que ça permet d'expliquer une histoire de comment est-ce qu'on peut utiliser ces planifications à moyen et long terme de ces technologies-là, puis toute la transition, ce qui va pour ce qu'on appelle en anglais devenir prime time, être de rupture, puis vraiment devenir à grande échelle. Donc, qu'est-ce qui est la biologie synthétique? Bien, c'est quand on utilise l'ingénierie pour codifier des organismes vivants, soit des bactéries, des protéines, ou changer l'ADN pour lui donner des nouvelles propriétés qui vont se faire eux-mêmes. Donc, une des premières grosse chose qui est sortie de ça, c'était la technologie CRISPR pour l'ADN. On a entendu beaucoup parler il y a 3-4 ans environ. Il y a encore des développements et du progrès qui se fait de ce côté-là. Mais il y a des choses plus fréquentes qu'on entend. Par exemple, la viande qui est faite dans le laboratoire, ça fait partie de la biologie synthétique. La viande Impossible Meat là, qui vient des plantes. Donc, on utilise l'ingénierie pour modifier des matériaux puis leur donner des propriétés qui nous donnent des nouvelles fonctions. Donc, si on pense à ça, il y a différents avancements dans ce monde-là. J'en ai déjà parlé d'eux. Bon, au début, Bio-Based Pharma, de ça, c'est à court terme. Ça, c'est déjà, en fait, ça existe déjà. Un des meilleurs exemples qu'on a vu dans les dernières années, les vaccins mRNA en anglais, messager ARN en français, pour développer le vaccin de la COVID-19. Avant un vaccin, à partir de zéro, ça prenait en moyenne 6 à 8 ans à développer. Ça a pris 6 mois avec cette technologie-là. Au lieu d'avoir un vaccin qui est injecté avec la protéine affaiblie du virus ou de l'item qu'on veut faire, l'idée, c'est d'injecter une protéine qui indique à l'humain comment créer une version similaire de ce virus-là qu'on veut protéger, mais de façon sécuritaire. Donc, pour la COVID-19, le vaccin mRNA
il indiquait à nos cellules comment créer une protéine qui avait les mêmes propriétés, puis ça permet de générer comme ça, à l'intérieur de le corps, de façon plus rapidement, une protection. Viande et aquaculture, on va en parler un peu avec la viande synthétique par la suite, mais moi, personnellement, une que j'ai bien hâte de voir dans une dizaine d'années, pour l'électricité, on voit déjà, avec tout l'avènement de l'électrification, des batteries au lithium, tout ça, il y a un besoin pour avoir de plus en plus de storage, pardon, je ne sais pas mon français, de stockage d'électricité. Et puis, il commence à y avoir des mouvements dans ce sens-là pour codifier des polymères qui viennent s'attacher à les batteries puis qui permettent d'avoir une plus grande densité de storage qu'on a présentement. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence dans les prochaines années avec le mouvement dans cette sphère-là. Prenons l'exemple des viandes. Donc, ça commence toujours en laboratoire, au lab. Il faut développer la technologie, il faut penser, est-ce qu'on est capable de créer quelque chose qui résout un problème? Dans le cas des protéines alternatives, c'était le fait qu'on a de plus en plus de consommation de protéines dans le monde. C'est difficile à remplir la demande, de plus en plus. Et puis, ça génère des émissions de CO2. Avec le climat, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Donc, avoir des alternatives à partir de plantes ou cultivées en lab, ça permet de se résoudre ce problème-là. Donc, quand on pense à un cas d'usage, quand on est dans les technologies plus loin, on peut se permettre d'avoir un cas d'usage plus visionnaire. Puis quand on est dans l'horizon de 1 à 3 ans, là, c'est des cas d'usage plus petits, plus précis, qui garantit une utilisation. Donc, en ce cas-ci, on pense aux plantes. Impossible Meat, ça fait déjà quelques années que c'est disponible à grande échelle. Ça s'est développé. Il y a 2 points spécifiques qui sont importants dans ces choses-là. Un, quand on passe de la recherche pure et théorique qui peut se faire dans le monde académique ou dans un département de recherche et développement d'une compagnie, ça reste dans le théorique. Mais dès qu'on passe au niveau pilote, là, on a un produit qui peut être viable. Il faut penser, OK, ce produit-là, quels sont les problèmes qui peuvent arriver pour amener à grande échelle. Donc, dans le cas des viandes, c'était beaucoup les régulations, quand on parle de ceux qui sont cultivés dans le laboratoire, mais aussi la production à grande échelle. Donc, c'est des choses qui sont revenues plus. Pour ce qui est du côté des viandes des protéines faites à partir de plantes, c'est réglé. Donc, ça, c'est déjà à grand thème, mais tout ce qui est en laboratoire, on est encore à la phase comment est-ce qu'on peut en faire à grand volume, rapidement, pour que ce soit quelque chose qui est disponible. Puis c'est souvent cette partie-là qui est la plus difficile. Dans toutes les technologies, faire un pilote, c'est super facile, mais mettre ça à grande échelle, c'est là que ça devient compliqué. Si on généralise ça un peu là, pour n'importe quelle technologie de l'éruption, il y a 4 moments de vérité qui sont importants à avoir en tête dès le début. C'est sûr que les choses peuvent changer à travers le temps. On peut commencer avec une grande idée, on développe un pilote, et puis soudainement, on pense à un nouvel cas d'usage, il y a un changement macroéconomique qui fait que la réalité est différente, puis qu'on s'adapte, puis que le produit final ou l'application finale a changé. Ça, c'est possible, puis il faut être prêt à ça. Mais il faut toujours avoir en tête dès le début qu'est-ce qui va se passer avec cet enjeu. Donc, le premier moment, penser à grand niveau, qu'est-ce que je peux changer comme paradigme? Ici, on a l'exemple des vaccins de Moderna, mRNA. Est-ce qu'on pouvait utiliser les cellules de l'humain pour aider à se défendre avec eux-mêmes? Un autre qu'on peut penser, c'est, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser l'énergie nucléaire à la fission pour créer une énergie verte en laboratoire?
il y a plusieurs choses. Est-ce que je peux utiliser une fusée qui peut retourner sur Terre pour ne pas avoir à construire une nouvelle fusée à chaque fois? Donc ça, c'est là qu'on pense à des grands niveaux. Normalement, ça, les gens, ils pensent tôt. C'est bien mis en place. Et puis, il faut ensuite se mettre à regarder aux autres étapes. Donc, est-ce qu'il y a une manière de le faire possible? Là, c'est là que la recherche se passe. C'est là que le monde académique et industriel travaillent ensemble entre le faire possible et puis le premier pilote, le premier cas d'usage. À ce moment-là, c'est souvent ça que c'est encore une gageure, un investissement qui peut être à risque. Ça se peut que ça ne fonctionne pas, puis on reste bloqué, puis c'est correct, mais ça prend du capital de risque, ça prend des écosystèmes d'investissement pour essayer justement de pousser puis de se développer pour aller à plus grande échelle. Et puis vraiment, le dernier moment, quand la réalité change, que ça devient la nouvelle normale. Donc maintenant, les vaccins sont développés de façon beaucoup plus rapidement. On a eu différentes itérations des vaccins COVID, justement à cause qu'ils ont cette nouvelle technologie-là. L'exemple des items qui ne sont pas rendus au bout, je l'ai mentionné, la fusion nucléaire est comme présentement entre la deuxième et la troisième. Elle a de la misère à faire son premier pilote, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, c'est juste qu'il faut garder en tête comment est-ce que ça va permettre, comment est-ce que cette technologie va devenir réelle, et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut la faire à grande échelle. Donc, je vais repasser à Alex pour parler concrètement de ce qu'on voit là, dans le jour à jour quand on travaille dans le déploiement de technologie. Merci, Anthony. Donc, en effet, on voit ça un peu partout, là, le fait qu'il faut passer à travers toutes les étapes et que chacune a ses propres difficultés. Dans le domaine de l'IA en particulier, je vais parler de l'IA parce que, on l'a vu au début, c'est le sujet le plus d'actualité pour les CEO, mais il reste que ces tendances-là sont généralisables à l'ensemble des nouvelles technologies. Il y a, par exemple, ici, on voit la dernière étape qui est vraiment la plus difficile. On a le contraste, en fait, assez intéressant dans l'imaginaire collectif entre la quantité de couverture, si on veut, médiatique et dans le mindshare des CEO de l'IA, quand on compare à vraiment l'impact réel qui a été réalisé, ou du moins qui est perçu. On fait un sondage à chaque année avec le MIT de plusieurs organisations sur l'IA en général. Et une des questions, c'est savoir, est-ce qu'ils voient un impact là, de l'IA dans l'organisation au point de vue financier? Est-ce qu'ils voient les résultats des efforts, des investissements qui sont faits? On est encore en bas de 15 % des organisations qui pensent ça. Et ça, c'est à travers le monde, ce n'est pas au Canada. Donc, souvent, on a l'impression que notre organisation ou le Québec, où on est en retard, mais la réalité, c'est que tout le monde trouve ça très, très, très difficile. Et oui, il y a un peu de progrès par rapport aux années précédentes, mais on est encore au balbutiement. La réalité, c'est que c'est très difficile. C'est excessivement difficile dans une organisation, dans la société, de faire un changement. Parce que fondamentalement, toutes les technologies représentent un changement. Et oui, il y a une partie technologique, il y a une partie, si on veut, de l'algorithme pour l'AI, mais fondamentalement, le vrai challenge, c'est la gestion du changement. Et donc, nous, on parle souvent du 10, 20, 70 quand on parle de changement technologique. Cet exemple-ci, encore une fois, est pour l'IA, mais s'applique à beaucoup d'autres technologies. Ou, si je reviens à l'ouverture d'Anthony, il faut réfléchir aux problèmes qu'on veut résoudre. Il faut réfléchir aux changements qu'on veut faire avant de penser trop à la technologie. Parce que oui, la technologie est importante. Oui, il faut développer le bon algorithme, il faut avoir l'expertise de data science pour résoudre le problème. Oui, il faut la technologie et l'infrastructure TI pour pouvoir supporter le nouvel outil qu'on développe. Mais vraiment, là où la majorité de l'effort doit être mis, c'est au niveau du changement, au niveau des processus, au niveau du capital humain. Parce qu'encore une fois, fondamentalement, on parle d'un changement qui doit être accompagné. On doit s'assurer d'avoir la main-d'œuvre qui va pouvoir utiliser l'outil, le supporter. On doit s'assurer d'avoir du buy-in du côté des affaires. On doit s'assurer d'avoir une bonne stratégie de gestion du changement et de communication pour amener ça. Et c'est vraiment là qu'on voit là où ça casse typiquement dans les organisations. Donc, j'ai vu pas mal de sourires. Je pense que ça résonne avec beaucoup de gens. Mais je pense qu'on a tendance peut-être des fois, en tant que technologiste, à se concentrer sur la technologie en tant que telle, sur se dire on doit juste rendre l'outil meilleur, on doit rendre l'algorithme meilleur, mais fondamentalement, il y a un autre problème sous-jacent à tout ça. Peut-être pour prendre un pas en arrière, pour une petite ouverture, je pense qu'on a parlé beaucoup de la technologie ici comme étant
quelque chose qui amène des solutions, qui amène des opportunités, puis comment est-ce qu'on s'assure de profiter de ces opportunités-là. La réalité, puis je pense que ça ne surprendra personne ici, c'est que la technologie présente aussi des risques et des menaces. Puis ici, on va parler de quelques-unes au niveau sociétaire, mais on voit la même chose quand on parle aux dirigeants d'entreprise, où eux, avant de voir la technologie comme une opportunité pour leur propre organisation, ils voient comme une menace, comme un risque, que ce soit en termes de compétition, que ce soit en termes régulatoires, que ce soit à plusieurs niveaux. Par exemple, si on prend l'exemple de Synthetic Bio, d'énormes impacts potentiels dans le développement de vaccins, de médicaments, de toutes sortes dans la crise énergétique, mais c'est aussi un outil qui pourrait être utilisé pour le développement d'armes biologiques. On voit la même chose avec le changement climatique, où il y a toutes sortes de solutions qui vont pouvoir venir du deep tech, mais les développements de l'AI génératif ont une empreinte environnementale énorme. Donc, il y a vraiment cette dualité-là, et la réponse difficile, c'est qu'il faut le faire de façon responsable. Donc, tout ce qu'on voulait faire, c'est un petit appel à dire que le développement responsable de nouvelles technologies est pas juste important, il est un impératif aujourd'hui. On parle beaucoup de responsible tech, responsible AI. Je pense qu'il y a énormément de débats justement avec l'IA génératif. Mais ça devient vraiment un impératif. Ça devient non négociable pour n'importe qui développe des nouvelles technologies d'avoir l'angle du développement responsable. Pour finir, peut-être une petite synthèse de ce qu'on a découvert aujourd'hui, parce qu'on a couvert pas mal de terrain. Donc, comme on l'a mentionné, c'est très difficile d'amener de nouvelles technologies jusqu'au bout de la trajectoire, c'est-à-dire de l'idéation jusqu'à le new normal, comme on le disait. Et je pense qu'une des raisons principales pourquoi c'est difficile, c'est qu'il faut vraiment avoir un pied de chaque côté de la ligne. Il faut avoir un pied dans le théorique, où on réimagine le futur, où on pousse les frontières de la science. Et après ça, il faut avoir un pied dans le pratique pour l'amener à l'échelle, pour s'assurer qu'il y ait une viabilité commerciale ou du moins d'avoir du financement. Et c'est difficile parce que ça prend des profils différents pour faire ça. Typiquement, ce que ça veut dire, c'est que ça prend de la collaboration, ce qui amène un peu l'idée de comment on s'assure d'avoir du succès. On l'a mentionné, un des premiers facteurs de succès qu'on voit, c'est d'être orienté vers un problème à résoudre. Idéalement, dans le monde du deep tech, un problème qui est large, qui est fondamental, comme Anthony l'a mentionné, c'est un parcours qui est long souvent, et la réalité va changer au courant du processus. Donc, si tu t'assures d'avoir un problème assez large, tu t'assures de pouvoir pivoter. Si tu te concentres sur un problème très étroit, dans le milieu des technologies émergentes, par le temps que ta technologie vient à fruition, il y a des bonnes chances que le problème ait changé. Souvent aussi, ce qu'on voit, ceux qui ont du succès vont opérer à la convergence des technologies. J'ai mentionné par exemple l'IA génératif qui peut être utilisé de pair avec l'IA traditionnelle, mais on voit dans toutes sortes d'exemples. Oui, on a 8 pôles de deep tech qu'on a montré, mais la majorité des ventures qui ont du succès se retrouvent un peu à l'intersection et aux liens qui se tissent entre ces différents pôles-là. Et finalement, comme j'ai mentionné, il faut avoir un pied de chaque barre. La meilleure façon de le faire, je pense, c'est d'être dans le milieu d'un écosystème qui est bien tissé, qui a de la profondeur. On a besoin du milieu académique et de la recherche fondamentale pour réimaginer. On a besoin des programmes gouvernementaux pour avoir le soutien qu'on a besoin et pour avoir une vision à long terme. Et on a besoin aussi de l'industrie pour avoir l'angle pratique, pour avoir les ressources tant en termes de données qu'en termes financiers. Et donc, j'espère que ça fait juste renforcer la nécessité d'avoir des discussions comme celle d'aujourd'hui. Mais fondamentalement, on pense que c'est probablement le plus gros success factor, d'avoir un écosystème profond. Et sur ce, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez là, on va vous poser quelques questions. On a encore un petit 15 minutes avant que vous deviez partir. Tu peux rester assis, Anthony, si tu veux. Il y a pas de... on fait ça tranquillement, là, on ne se met pas de pression. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions pour Alexandre ou Anthony? Soyez pas timides. Eh ben voilà, ça finit par arriver. On va commencer. Merci pour la présentation. Question en 2 volets. Quel est le secteur d'activité qui est le plus ouvert aux technologies émergentes et du futur, puis quel secteur ne l'est pas du tout à Montréal et au Québec? Bien, je pense que la nature de certaines industries est plus conservatrice versus d'autres. Par exemple, si on pense dans le monde minier, on a des compagnies minières qui sont basées à Montréal avec leurs mines dans le nord canadien. Bien, ça, c'est plus des
des infrastructures qui sont vieilles, qui datent de 50, 70 ans. Donc ça, on est dans les premiers cas d'usage dans ces industries-là. Et puis, plus on s'approche de soit des biens de consommation, nourriture, vêtements, tout ce qui est dans le fast-moving consumer goods, en anglais qu'ils appellent, là, parce que c'est une industrie qui est plus rapide, mais là, on est plus avancé dans la courbe. Par contre, les grandes corporations sont toujours un peu en arrière. Tu sais, c'est vraiment les startups qui poussent l'avancement là, des dernières technologies. Et puis, nous, on aide plus dans les grandes corporations, c'est qu'on n'est peut-être pas au fin point de la technologie, où sont les dernières grappes, mais si nos clients n'ont pas nécessairement l'expertise, ben, ils vont voir pour faire le partenariat justement avec les startups qui ont ça. Je ne sais pas, Alex, il y a... Oui, une nuance que j'apporterais là-dessus, c'est, je pense qu'il y a des générations qu'on peut faire en termes d'industrie. Typiquement, c'est moins une question d'ouverture, c'est plus une question d'agilité, un peu comme tu disais. Donc, ce qu'on voit, c'est dans une même industrie, tu vas avoir différentes cultures d'entreprise. Nous, on fait beaucoup de travail en produits industriels, en minier, justement, avec certaines organisations qui sont très ouvertes à ça. La réalité, c'est que le changement dans ces industries-là va se passer à une échelle différente. Une compagnie minière, avec l'équipement qu'ils ont, avec les capex qu'ils ont, nécessairement, ça va prendre plus de temps avant que le changement soit réalisé que dans un domaine qui est purement, si on veut, numérique. Comme en télécommunication ou en technologie. Mais on voit quand même beaucoup d'appétit dans les produits industriels. Par exemple, on travaille souvent dans le domaine manufacturier pour développer des cas d'usage qui vont permettre d'augmenter la productivité. Donc, je pense qu'il ne faut pas se mettre nécessairement des barrières artificielles. La majorité des industries peuvent bénéficier des nouvelles technologies. Il faut juste trouver les organisations qui sont ouvertes à ça, les dirigeants qui ont un appétit pour ça. Puis après ça, il faut juste être réaliste en termes de la rapidité du changement et de l'agilité de cette industrie-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Juste avant de passer la question, j'avais peut-être une petite question pour vous, moi qui rebondis en fait là-dessus et qui est au bon endroit. Ce serait quoi votre conseil numéro 1 à un vice-président, à un CEO qui veut justement amener une technologie émergente, quelle qu'elle soit, là, parce qu'on l'a vu, il y en a plein qui s'en viennent, dans sa culture organisationnelle? C'est quoi la première chose qu'il doit faire, à part peut-être vous embaucher, ça c'est sûr que... Je peux commencer. Donc, je vais être un peu un perroquet. Là, être problem first, on le dit beaucoup, mais je pense que c'est vraiment la clé là, du succès ici. Là. On le voit encore et encore. Ce que j'ajouterais peut-être de différent, c'est un petit dicton qu'on a souvent, c'est think big, start small and scale fast. Donc, c'est important d'avoir une vision ouverte au début et ambitieuse. Par contre, c'est important après ça de rapidement trouver si on veut, le levier d'Archimède, le premier use case qui est réaliste, qui est réalisable à court terme et qui va vraiment amener de l'engagement de l'entreprise. Et le dernier point, scale fast, c'est probablement le plus important parce qu'on voit souvent des organisations qui sont dans le syndrome des pilotes en série. C'est dès qu'on a un pilote qui a du succès, vraiment tout faire en œuvre pour l'amener à échelle. Donc, parce que ça va devenir un peu le projet ambassadeur et les gens qui ont été impliqués dans ce projet-là vont devenir les ambassadeurs de la transformation digitale ou de la technologie émergente dans l'organisation. Donc, le plus rapidement possible, dès qu'on a un succès, s'assurer de l'amener à l'échelle de l'organisation. Moi, je dirais aussi, c'est de garder une ouverture sur ce qui se fait à l'extérieur de leur compagnie ou leur milieu. Manquer un bateau, ça arrive vite. Les choses se développent rapidement. Et puis, si on ne voit pas les choses arriver, puis il est trop tard, c'est là qu'on peut tomber dans le problème de il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois dedans. Puis là, on perd complètement la vision de OK, pourquoi est-ce que je veux utiliser cette technologie-là ou cette chose-là. Donc, vraiment garder une ouverture large pour voir ce qui se passe aux alentours, puis être prêt à penser là, des cas d'usage tout petits quand on a des problèmes bien définis qu'on veut régler. Merci beaucoup. Il y avait d'autres questions? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'était par rapport à votre slide que vous avez mis au début. Vous avez une slide qui parle de ce qui est top of mind pour les CEO. Puis vous aviez Generative AI, puis il y avait Labor Market. Ouais. Puis je me demandais, c'est quoi
Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus c'est quoi dans le labor market qui est top of mind pour les CEO, s'il vous plaît? Merci. Je peux le prendre? Ouais, vas-y. Oui, bien dans le fond, ça, c'est l'accès au talent dans le monde macroéconomique qu'on a vécu dans les 2-3 dernières années. Là. On sait qu'il y a une inflation générale, ben, là, présentement, elle est en train de baisser un peu, mais il y a une inflation générale dans le marché, mais aussi dans l'accès au talent. Il y a moins de talents spécialisés disponibles, donc il a fallu augmenter les salaires pour avoir des gens avec des techniques spécialisées, des capacités spéciales. Et puis, il y a vraiment, depuis l'époque post-COVID, l'accès au talent a été très difficile à tous les niveaux d'organisation. Ça a fait un grand chiffre, donc l'accès au labor market, c'est surtout ça. Je pense que le mec va, ouais. Est-ce qu'on voit de plus en plus de solutions pour répondre aux problèmes ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment encore de réponse? Les technologies ont l'intelligence artificielle, les gens espèrent que ça va aider la productivité, donc capable de augmenter la productivité par employé, ce qui permettrait justement de mitiger un peu là, l'accès au talent. Mais on voit aussi, dans les dernières années, les compagnies ont commencé à offrir beaucoup plus de bénéfices à leurs employés, justement pour se concentrer sur la rétention, pour s'assurer qu'il y ait un bon garde. Donc, on voit deux approches, là, un sur la productivité, puis deux sur assurons-nous que nos gens sont heureux pour ne pas les perdre, puis aussi pour être capable d'attirer les gens et avoir une valeur différenciée pour le marché du travail. Une discussion qu'on voit de plus en plus pour les marchés du capital humain, c'est, ça rejoint ton point de productivité, c'est comment utiliser les technologies émergentes pour accélérer le ramp-up sur de nouvelles ressources. Parce que comme tu l'as mentionné, un des gros challenges, c'est pas juste d'avoir accès à de la main-d'œuvre, c'est d'avoir accès à de la main-d'œuvre spécialisée qui mène aux besoins. Et donc, utiliser les nouveaux outils, puis GenAI est un outil incroyable pour ça, pour raccourcir le temps entre l'embauche d'une nouvelle ressource qui n'est peut-être pas spécialisée et d'avoir de la productivité de cette ressource-là. Le training, le upskilling, tout ce qui est, si on veut, le catalogue de la connaissance à l'interne. Donc ça, c'est vraiment un pôle qu'on voit beaucoup de conversations, puis je pense que ça rejoint d'ailleurs l'agenda des CEO. Bon, merci beaucoup, monsieur. Bonjour, merci pour votre excellente présentation. Je voudrais revenir, et j'ai trouvé intéressant que vous souleviez les contreparties par rapport au développement technologique. Vous faisiez part, il y a des aspects positifs, puis il y a des aspects à surveiller. Puis récemment, on a vu que du côté de l'intelligence artificielle, on a peur de la part du milieu d'une perte de contrôle. Puis je pense, vous avez parlé de différents moments, là, je voudrais faire référence à Asimov dont vous parlez. Puis on sait que l'autorégulation, restriction, comment on pourrait dire ça, une industrie qui va s'autoréguler, ça ne fonctionne pas vraiment. En tout cas, pas dans notre système capitaliste où on veut toujours aller plus vite, plus loin que tout le monde. Donc, de dire, bon, on va se concerter, puis on va essayer de limiter nos efforts. On a essayé de dire, on se ralentit dans l'intelligence artificielle avec plus ou moins de succès, puis ça ne changera rien, dans le fond. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de revenir, par exemple, à Asimov, il y a 50 ans, avait imaginé les 3 lois de la robotique? Est-ce qu'il n'y aura pas lieu d'amener déjà des contreparties dans le développement de nos technologies plutôt que de laisser le libre marché essayer de s'autoréguler? Écoute, c'est une très bonne question. Puis je ne pense pas que personne a la réponse en ce moment. Ma perspective, c'est que la régulation est critique pour ça. Je pense qu'il y a personne. En tout cas, selon moi, c'est assez clair. Si on pense à GDPR, l'impact que ça a eu, je pense que c'est une bonne ambition à avoir. La difficulté, c'est la rapidité et la vélocité d'innovation. On a vu ChatGPT. Sortir une régulation pour s'adapter à ça, c'est à peu près impossible dans l'horizon de temps. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait un appel, nous, au développement responsable. Mais je suis d'accord avec toi qu'elle dépend entièrement d'autorégulation. Ça ne sera pas suffisant. Donc, la réponse va être compliquée, la réponse va être difficile. Je pense que ça prend un mélange de régulation externe publique et de pratiques responsables. Ultimement, puis il y a peut-être d'autres leviers qu'on ne voit pas encore, mais en effet, je pense que ça va être primordial. Puis je pense que ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de conversations là-dessus en ce moment, donc j'ai l'impression qu'on n'est pas en train de négliger cet aspect-là, mais c'est un problème extraordinairement complexe à résoudre, qui va juste devenir de plus en plus difficile à mesure que la rapidité
continuer à augmenter. Est-ce que de ce côté, vous aviez des questions? Oui? Bonjour. Vous avez complété votre présentation sur l'importance des écosystèmes pour être capable d'apprécier l'impact, de réfléchir à ces questions-là, l'importance de réunir différents profils de gens qui, de concerts, vont avoir une vision, une lecture plurielle des enjeux et tout ça. L'enjeu qu'on a aussi, c'est qu'on vit dans le mode post-COVID où là, on a jeté à terre nos façons de faire, d'établir ces écosystèmes-là, de les entretenir, de faire émerger les connaissances, de les structurer, de les pipeliner. Il y a tous ces enjeux-là qu'on vit. Est-ce que chez Boston Consulting Group, vous avez des préoccupations à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des playbooks à nous suggérer? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, qui est quand même une question assez centrale pour nos organisations? Oui, je pense que, un peu comme la question de régulation, tout le monde se heurte à ces challenges-là. Nous-mêmes, on a vu plus un microcosme de ça à l'interne, les ressources qui nous ont rejoints durant la pandémie, qui n'ont justement pas eu accès à toute cette interaction-là. Je pense que nous on bénéficie certainement d'écosystèmes à travers le monde avec des partenariats, avec toutes sortes de compagnies. Par exemple, dans les superclusters au Canada, on a des projets là, avec des PME, avec des académies et tout ça. Je ne sais pas si on a résolu le problème non plus. Je pense que ça va prendre un mélange un peu là, de revenir à certaines pratiques qu'on avait avant, mais je pense qu'il y a quand même des apprentissages qu'on a eus durant la pandémie. Je pense au microcosme à l'interne, mais aussi pour les écosystèmes, de certains trucs qu'on peut faire de façon plus efficace. Mais en effet, je pense que fondamentalement, il y a une grosse partie d'un écosystème qui est difficile à codifier, puis qui est d'encourager les relations entre les gens, puis le développement de réseaux, qui doit se faire en personne, qui doit se faire à travers des événements, qui doit se faire à travers du présentiel. Donc, je pense qu'en effet, ça va être de trouver le bon mode hybride là, du new normal par rapport à ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Je pense que c'est une question difficile aussi, là, mais... On vient de me donner 30 secondes pour ma question. Oui, il y a quelque chose qui se passe qui est menaçant et aussi une grande opportunité. À la vitesse où vont les outils, j'ai toujours le même concern. Garbage in, garbage out. Ma question, si tu permets, François, jusqu'où l'intervention humaine va être impliquée dans ces dossiers-là pour ne pas prendre le résultat comme étant une finalité? Parce que je pense qu'on peut oublier qu'il y a aussi beaucoup de compétences et de connaissances sur, en pensant que c'est peut-être une solution magique, mais jusqu'où l'intervention humaine est requise dans ces écosystèmes-là. On oublie la réglementation, on oublie ça, mais ultimement, dans le produit qui est généré à la fin, là, c'est-tu vraiment ça ou pas ça? Parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Donc, comment on est capable de nettoyer et de comprendre le résultat de ce qui va être livré? Oui, le fameux problème de la boîte noire, hein, c'est toujours ce qu'on voit avec les technologies où il y a une solution qui est utilisée, par exemple, puis tout le monde qui l'utilise ne savent pas comment elle fonctionne ou qu'est-ce qui est rentré, puis « mais c'est ça que ça me donne, fait qu'on fait ça ». Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, c'est sûr que garbage in, garbage out, c'est le problème principal. Par exemple, quelque chose de ChatGPT, qu'on ne sait jamais ce que ça sort, est-ce que c'est vrai ou pas. En marchant ici ce matin, Alex me contait qu'il y avait un avocat qui s'est fait enlever sa licence parce qu'il avait utilisé une fausse loi qui avait été générée par ChatGPT. Donc, une des choses, je pense qu'on va s'en aller vers, c'est que l'univers de données qui est utilisé pour entraîner un système, c'est là que un bon utilisateur va être capable de restreindre exactement ce qu'il veut puis contrôler un peu la sortie comme ça. Maintenant, des outils comme ChatGPT ou Generative AI vont normaliser un niveau de performance ou de qualité de présentation ou peu importe, parce qu'il va y avoir un standard moyen, si on veut, avec tout ce qui est dans l'univers de l'existant. Parce que ces algorithmes-là, ça regarde l'univers de l'existant, puis ils font une moyenne statistique, puis ils génèrent quelque chose dans le milieu. L'humain, c'est là que je pense qu'il va y avoir
une valeur ajoutée énorme par une tranche de capital humain qui est capable de se distinguer par-dessus ça. Puis là, il va avoir beaucoup de valeur ajoutée, mais il va avoir une commodité, un baseline, là, si on veut, là, de qualité de résultats. Donc, l'humain va toujours être nécessaire parce que sinon, on va juste converger vers la moyenne. Mais tout ce qui est le différentiel là, qui vient de le cerveau des gens créatifs, qui sont des visionnaires, tout ça, ben, ça va avoir encore plus de valeur parce que ça va ressortir du lot. Je ne sais pas, Alex, si tu veux compléter. Oui, ben, ce que je dirais juste, c'est que le paradigme actuel qu'on voit, quand même, ça reste je pense que ta question est surtout pour l'IA, des outils qui vont augmenter, si on veut, l'humain. On garde tout le temps un human in the loop, puis c'est pas par souci éthique. Là. Je pense que c'est encore la réalité que ce qui est le plus performant, at the end of the day, c'est d'utiliser ces outils-là pour appuyer, puis pour soutenir, puis pour augmenter les capacités des employés, des êtres humains qui font le résultat final. Donc, je pense qu'on est encore dans un paradigme où il n'y a rien qui sort directement de la machine puis qui va être le produit final. Je pense que c'est une considération importante à garder en tête pour le futur. Mais pour l'instant, avec l'état actuel des technologies, il y a encore énormément de valeur, puis c'est vraiment la clé du succès, c'est l'alliance, si tu veux, l'organisation bionique qui a des humains qui sont empowered par des outils technologiques et par l'IA dans ce cas-ci. Je pense que la partie bionique est importante. Dans nos déploiements, là, peu importe que ce soit n'importe quel type d'usage, on s'assure que les gens qui sont responsables de cette nouvelle technologie-là, les utilisateurs comprennent que ce n'est pas in and out, mais qu'il faut que leur input soit mis en place puis qu'ils l'utilisent. Donc, on appelle ça bionique parce qu'on a la partie software ou technologique qui fait la chose, puis la partie humaine qui vient se joindre à ça. Donc, nous, personnellement, dans nos déploiements, on se concentre surtout sur cette partie-là là, pour que les gens comprennent la magnitude et l'importance de cette étape-là. Merci beaucoup à tous pour les belles questions puis pour les belles réponses. On arrive à la fin de notre temps. Si on peut les applaudir encore. Ils ont une rencontre à 11h, on va devoir y aller.